rends-moi fertile maintenant. Dis Seigneur, rends-moi fertile maintenant. Est-ce que tu peux commencer à prier en d'autres langues? La bariche tekeli. Rinelebros tekeli amakush sakandolobo. Ish tekeli anoros tekelebro shaba. Rinelebos tekeli amalaba. Renele astoria baros tekelebro shaba. Hey amaros tekelebro shaba. Hey anoros tekeli abash tekeli abaros tekelebo. Ouvre ta bouche et prie en notre langue. Que l'Esprit te remplisse. Que l'Esprit te remplisse. Que le Saint-Esprit te remplisse. Que le Saint-Esprit te remplisse. Alabalosh takaria malabaria baros tekele baros taka. Arush takaria malabash badorabaria ba. Alosh takaria baros tekelebo. Ay bo sakani le bosho. Amali varos tekelebro yabasheba. E mabo shabani le boria bakuni le bro shaba. Ali mala baba rashtekeli amalaba shinaraba. Ali makate le bro yabakuni le bro shabani le baros tekelebro. Ali malos takaria malabaros tekelebro yabaros tekelebro yabashinaraba. Ali manos te kelebro nela baros te kelebro shaba ni lebro yabako shaba. Indi lebo saka ni lebro shaba ni lebo sati lebro yabashi. Ali malo bazabashi ni lebaria baros te kelebro sharaba ni lebro yaba. Ali malos takaba. Seigneur, dispose nos cœurs. Dispose nos âmes. Que nos terres soient fertiles et non stériles. Que la parole tombe sur nos cœurs et qu'elle produise du fruit dans le nom de Jésus. Là où nous avons essayé et nous avons échoué, Seigneur éternel, que ta grâce intervienne maintenant. Que ta miséricorde intervienne maintenant. Seigneur, nous voulons t'expérimenter. Nous voulons nous connaître. Nous voulons apprendre à nous aimer. Nous aimer non à la manière des hommes, mais nous aimer selon ta vision de nous-mêmes. Seigneur, maintenant, Père éternel, touche-nous, guéris-nous, libère-nous, libère-nous, Seigneur, affranchis-nous et que ton nom soit glorifié. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Est-ce que tu peux ovationner? Et pendant que tu es en train d'acclamer, on va recevoir notre conférencier, notre Père, pour le séminaire de ce jour. Acclame Jésus. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur Jésus? Merci de m'avoir acclamé. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus avec des cris de joie? Amen. Éternel Dieu de grâce, Père, nous bénissons, nous glorifions ton nom. Ce soir encore, parle-nous et que ta parole entre au plus profond de nous et repart tout ce qui était brisé. Père éternel, Dieu de grâce, il n'y a rien au-dessus de toi. Et pour nous, tu es capable de tout. C'est pourquoi, Père éternel, nous nous remettons totalement entre tes mains. Que ce séminaire
que tu puisses nous guérir tout le long, que tu puisses affermir notre vision, que tu puisses nous donner ta vision et que Seigneur, nous puissions porter les fruits qui vont élever ton nom. Béni sois-tu dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Tu peux t'asseoir dans la présence du Seigneur. Amen. Salue quand même le frère ou la sœur qui est à côté de toi. Peut-être que personne ne l'a salué depuis le matin. Salue avec un sourire, pas salut mécanique. Amen. Ah oui, peut-être personne m'a salué depuis le matin. C'est ça. Voilà. Tout le monde se dit, ah, nous on a des problèmes, le pasteur lui il n'en a pas. Alors que tous vos problèmes réunis là, plus pour moi là, c'est ça que je porte. Un salut avec sourire là, ça fait du bien. Merci sœur Flore. Amen. Nous sommes à une conférence de guérison intérieure. Est-ce qu'on peut diminuer, ça fait du bruit dans mes oreilles là. Amen. Je disais, nous sommes à une conférence de guérison intérieure et que la puissance de la parole de Dieu puisse libérer tout un chacun de nous et guérir ceux qui ont encore des blessures ou bien ceux qui ne se retrouvent pas. Amen. L'affiche a disparu. Je peux avoir l'affiche. Voilà, c'est un séminaire de restauration reconstruit par l'amour de soi. Amen. Amen. Ok, je vais vous montrer quelques images. S'il vous plaît, disciplinez les enfants là, disciplinez les enfants. Je vais vous montrer quelques images avant de commencer. Je voulais qu'on commence par ça. Je crois que tout le monde peut regarder cet écran ou bien l'autre écran. Bon, la technique a oublié d'emmener l'écran ici. Le vinyle. Voilà. Ça là, on appelle ça disque vinyle. Disque vinyle. C'était en poly, je sais pas quoi là-bas. C'est du plastique. Disque vinyle. Et il y avait du son dessus. Bon, on va dire de la musique. Donc moi, quand mes yeux se sont ouverts, j'ai commencé à comprendre certaines choses de la vie. Une des technologies qu'on m'avait présentées pour transporter le son, c'était le vinyle. C'était le vinyle. Donc j'ai vu le vinyle quand j'étais petit et c'est un truc très fragile. Après le vinyle, il y a quelque chose qui est apparu, la cassette. Il y a deux types de cassettes. Voilà, ça c'est la cassette audio. Et il y avait, dans ces cassettes-là, il y avait deux types. Il y avait cassette ordinaire et cassette chromée. Donc le chromé avait du meilleur son. Et bon, tout ça là, pour la plupart d'entre vous, vous ne savez même pas de quoi je parle. Mais en tout cas, je vous montre quand même. C'est une évolution technologique. Il y avait une deuxième cassette, la cassette vidéo. Voilà. Donc ça, c'était la cassette vidéo qu'on jouait dans le magnétoscope pour suivre les films. Donc tout ça, les deux là, tout à l'heure, c'était des cassettes. Ça succédait au vinyle pour transporter le son et les vidéos. Après, il y a le CD. Voilà. Donc après les deux là, la technologie a encore avancé et on a commencé à utiliser les CD. Et moi, j'ai commencé à utiliser les CD. Je devais être autour de la seconde. C'est là où les CD ont commencé à se démocratiser, où j'avais une mini chaîne qui prenait un CD et j'avais ça, des CD de zouk, de rap, tout ça. J'avais une bibliothèque. J'avais des cassettes parce que la mini chaîne prenait deux cassettes et un lecteur CD.
Donc j'avais des cassettes et les CD. Mais les CD, c'était la dernière technologie pendant que j'avais les 17 et 18 ans. Et après ça, après les CD, on a évolué. Voilà. Ça là, beaucoup parmi vous, vous devez connaître quand même. Voilà. Donc ça, c'est le iPod de l'époque. J'en avais un aussi qui était dans un truc en cuir. Et c'était pas donné à tout le monde. En tout cas, ça là, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont utilisé ça parce que le prix était très élevé à l'époque. La sœur Flore même sourit. Elle a vu ça de loin. Parce que c'était tellement cher. C'était tellement cher que pas tout le monde avait ça. Et moi, Dieu m'avait fait grâce. J'avais pris ça chez quelqu'un qui avait l'excédent des poches. Donc chez cette personne, j'avais pris ça. Et on mettait les sons en MP3. Et avec l'ordinateur, tu pouvais mettre jusqu'à 500 chansons, je crois, à l'époque. Il y a un disque dur interne dedans. Bon, je n'ai pas pris l'image allumée. C'était très pratique, très intéressant. Et après ça, maintenant, vous avez les autres solutions que vous avez. La clé USB, les woofers, tout ça. Ça, c'est votre temps. Merci, la technique. Pour une fois que la technique est au point, quand même, il faut acclamer pour la technique. Là, vous n'avez même pas acclamé pour les encourager. Hein. Vraiment, ça, c'est juste l'acclamation. Pourquoi j'ai voulu vous montrer cette évolution? Parce que ces évolutions-là, ou ces changements technologiques touchent tout le monde. Ça touche tout le monde. C'est juste pour vous montrer que s'il y a eu cette évolution, ce que vous connaissez aujourd'hui va disparaître et il y aura autre chose qui va apparaître à la place. À l'époque, quand les clés USB sont arrivées, on avait des clés USB de 125 mots et on trouvait que c'était beaucoup. Aujourd'hui, clé USB de 125 mots, tu ne peux rien faire avec. Minimum, c'est 4 gigas. Voilà. Donc, cette technologie aussi est en train de disparaître et aujourd'hui, on est dans le iCloud. Aujourd'hui, tout est en ligne. Ça veut dire que tu peux perdre ton téléphone, tu peux perdre ton ordinateur, ton mot de passe, tu récupères toutes tes données perdues. Donc, la technologie a évolué. Amen. Pourquoi je vous ai montré tout ça? C'est juste pour vous dire que le monde évolue constamment. Le monde évolue constamment. Et la problématique de beaucoup parmi nous, c'est que nous refusons d'évoluer. Nous voulons rester les mêmes, avec les mêmes références et les mêmes pratiques. Nous ne voulons pas évoluer. Et pourquoi nous ne voulons pas évoluer? Tout simplement parce que on a cette paresse de s'adapter à ce qui est nouveau. On aime ce qu'on a connu, on aime là où on est, on ne veut pas bouger. Maintenant, le long du séminaire, on verra les pourquoi, les comment il faut bouger. Mais pour l'heure, c'est ce que la plupart d'entre nous sommes. Nous nous adaptons à quelque chose et nous voulons que nous nous adaptons à quelque chose, nous nous adaptons à une certaine façon de faire, nous nous adaptons à un travail, nous nous adaptons à une certaine vie. Nous ne voulons plus que ça change, alors que cela est impossible. Tout le long de la vie d'un être humain, les choses changent. Que tu le veuilles ou non, les choses changeront. Et maintenant, si tu décides de ne pas t'adapter, en ce moment, c'est toi qui sors du système. Amen. Donc, je voulais te dire ceci. Pour que tu puisses t'adapter, il faut d'abord que tu aies l'amour de toi-même. Si tu n'as pas l'amour de toi-même, tu ne peux pas t'adapter au changement. Quand, je ne sais pas, qui a une passion ici? C'est vrai que moi, j'avais une très grande passion, c'était celle des jeux vidéo, mais la question que je me pose, est-ce que j'ai encore la passion là, tellement je n'arrive pas à jouer? Ma fille, c'est... Qui a une passion ici? Qui a une passion? Ou bien parmi... Donc, personne n'a une passion. Waouh! Vous êtes fort, hein? Okay, j'ai des satanistes en puissance ici.
Ou bien, ça c'est bizarre quand même. Donc vous n'avez pas développé de passion. Ok, c'est pas grave. Tout ça là, c'est ça. C'est les problèmes d'amour de soi. Quelqu'un qui s'aime développe forcément une passion. Mais quand on s'aime, on ne développe pas de passion. C'est aussi simple que ça. Donc je disais que quand tu développes une passion, quand tu as une passion, tu investis dans la passion. Pourquoi tu investis dans la passion? Parce que ça te fait vibrer. C'est comme les gens qui aiment le football. Je les vois, ils vont se lever devant les cafettes là. Ils sont debout là. Ah, Messi, waouh! Bon, bon, je n'aime pas le football vraiment. Donc, moi, j'ai du mal à comprendre ça. Mais c'est leur passion. J'accepte ça comme ça. Mais c'est leur passion. C'est ce qu'ils aiment, c'est ce qu'ils apprécient et ils investissent. Quelqu'un qui a quelque chose à faire, ou bien il y a certains, ils vont payer Canal. Je ne sais plus actuellement, c'est à combien? C'est 5 000. Tout le bouquet, c'est 5 000. En tout cas, je ne sais pas. Je ne paye pas Canal. Je suis trop pauvre pour payer Canal. Donc, en tout cas, les gens vont payer tout Canal pour avoir les chaînes de sport, juste pour vivre leur passion. Donc, en fait, tu investis dans ta passion parce que cela te fait vibrer. Donc, ça devait en fait être de même pour ta vie. Ça devait être de même pour ta vie. Amen. Est-ce que je peux avoir la fiche? La technique est performante aujourd'hui, donc on va un peu l'utiliser. Voilà. On a dit reconstruit par l'amour de soi. C'est pas reconstruit par quelqu'un, mais c'est reconstruit par toi-même, par l'amour de toi-même. Tu dois te reconstruire. Vous savez, le principal problème de l'homme africain, je ne vais pas tirer sur les Noirs aujourd'hui, mais je passe juste. C'est que nous pensons toujours qu'il y a quelqu'un qui est responsable de notre échec ou de notre mal-être. On a toujours un responsable. Ce n'est pas individuellement, en fait c'est collectivement. En Afrique, il est difficile que quelqu'un puisse mourir et qu'on dise c'est naturel. On dit toujours il y a eu un sorcier. On cherche toujours une cause. C'est jamais, il n'y a pas de mort, il y a presque, c'est peut-être maintenant où les gens ne se parlent plus beaucoup mais n'empêche quand même que même là où on ne se parle plus beaucoup, on pense toujours qu'il y a une cause, il y a toujours quelque chose, parce que l'homme en Afrique ne meurt jamais naturellement. Et c'est pareil pour le succès. La plupart d'entre nous, on dit toujours, oh non, tu sais, il a eu le succès ne peut pas être naturel. Non, il y a le succès qui vient par le travail. Mais ça ne peut pas entrer dans la tête de l'Africain. Pourquoi? Parce que collectivement, nous croyons que tout succès doit avoir une fondation obscure. Je ne dis pas que c'est faux, mais il y a des succès qui sont naturels, qui n'ont pas de fondation spirituelle. Parce qu'une personne qui se trouve au bon moment, au bon endroit, reçoit les bonnes choses, il n'a pas besoin d'être spirituellement fort. Donc il y a des succès qui sont comme ça, qui ne sont pas spirituels. Mais tellement on nous a mis ça dans la tête que nous ne comprenons pas qu'il y a des choses de foi qui sont juste naturelles. Et il y a des choses sur quoi il faut travailler. Et nous refusons cela. Et c'est ce qui souvent fait que nous ne pouvons pas accomplir un certain nombre de choses. Amen. Si quelqu'un m'a compris, qu'il acclame le Seigneur. Juste pour me chauffer un peu, parce que je vais commencer maintenant, je vais dire à ceux et celles qui sont célibataires, n'épouse pas une personne qui ne s'aime pas, ou bien qui ne s'aime pas assez. Elle ne pourra pas bien t'aimer. Parce que c'est quelqu'un qui est malade. Et quand quelqu'un est malade, il est difficile que la personne puisse produire au-delà de sa maladie. Amen. Le premier point que je vais soulever, c'est ton image de toi est façonnée par ce que les autres te renvoient. Ton image, l'image que tu as de toi est façonnée au début de la vie, c'est façonné par ce que les autres te renvoient. Tu te regardes dans ce que les autres te renvoient. Et comment tu te regardes? En fait, comment papa, comment maman, comment les frères,
comment les sœurs t'ont valorisé. Donc, au début de ta vie, quand tu prends conscience, souvent c'est autour de 8, 9, 10 ans, quand tu prends conscience, tu ne te connais pas. Pour que tu puisses te connaître, tu vas regarder et tu vas entendre ce que les gens vont dire à propos de toi. Si les gens disent de toi que tu es intelligent, en ce moment tu vas croire que tu es intelligent. Si les gens en face de toi, donc ton environnement immédiat, dit que tu es idiot, tu vas croire que tu es idiot. Si ton environnement immédiat dit que tu es bon à rien, en ce moment-là, tu vas croire que tu es bon à rien. Et le problème avec notre environnement, de nos familles, souvent ce qu'elles sont, j'ai dit je ne vais pas tirer aujourd'hui sur les familles ni sur les noirs, mais souvent nos familles telles qu'elles sont, nous avons un papa qui a été très désaxé, une maman qui a été éclatée. Ils se sont réunis, bon, tant mieux que mal, ils ont fondé une famille, bon, ça n'a pas tenu. Par exemple, je prends mon cas, je crois mes parents se sont séparés, je devais avoir 3 ans ou 4 ans, quelque chose dans ce genre-là. Et après, mon père a pris une deuxième femme. Et je me suis découvert pendant que cette femme-là était dans le foyer. Et j'avais mon petit frère derrière, lui qui avait 1 an. Et il fallait s'occuper du petit. Et la maison où on était, c'est vrai que c'était la parcelle de papa, mais il y avait ses frères et il y avait quelques neveux encore là-bas. Donc vous comprenez que c'était une maison où il y avait beaucoup de gens et beaucoup d'adultes. C'était des jeunes adultes, mais il y en avait pas mal quand même. Et il y avait nous les enfants. Et le premier regard que moi j'ai eu, c'était un regard souvent de mépris. Et les gens qui étaient en face de moi ne pouvaient pas comprendre que un enfant qui n'a plus sa mère comme référence, qui est dans une jungle comme c'était notre parcelle, ne pouvait pas être brillant. C'est pas possible. Parce que tu te cherches à l'intérieur de toi, tu cherches ta mère, parce qu'au début de la vie, jusqu'à 10, 12 ans souvent, on a maman comme référence. Moi, je n'en avais plus. Il y avait papa qui était ultra violent. Donc dans tout ça, donc tout ce qu'on disait de moi, c'est que je suis idiot. Je suis idiot. Je crois que j'ai dit ça dans un podcast. Que tu es bête, tu n'arriveras à rien. Donc pendant longtemps, j'ai grandi avec ça. On m'a renvoyé ça. Tu es bête, tu n'arriveras à rien. Et figurez-vous, le problème c'est que quand on te dit tu es bête et tu n'arriveras à rien, tu avais des oncles, tu avais des grands frères qui étaient là, qui ne faisaient rien de leur vie. Donc, ce qu'on te disait là, tu avais l'exemple en face. Donc, c'était presque, normal que tu vas rejoindre le lot de bons à rien. Et le pire dans l'histoire, c'est que quand ton petit frère, qui est celui qui vient après toi, est brillant, je vous assure, quand je parle de mon petit frère, je dis que c'est un génie. En fait, il doit être un HPI. C'est un génie, je vous assure. C'est quelqu'un, c'est vrai, bon, aujourd'hui il a des soucis de santé, mais c'est quelqu'un, par exemple, qui a appris à coder, à faire du codage électronique tout seul. Il ne s'est pas assis dans une école, il a appris ça tout seul. Je vais vous dire encore un truc sur mon petit frère. Quand il faisait le BPC, et dans les autres classes intermédiaires, et même plus tard ici à l'université quand on était à Gaza, tu ne vas jamais le voir au tableau en train de travailler. Ce que vous faites là, en fait, c'était pour nous, quoi, qui avons un potentiel intellectuel assez bas. Pour lui, c'était, en fait, nous là, on passait des nuits en train de travailler. Ça là, vous n'allez jamais le voir faire ça. C'est pas, jamais. Je ne l'ai jamais vu travailler au tableau. Tout le cursus scolaire, je ne l'ai jamais vu travailler au tableau. Donc vous imaginez, c'est celui qui venait après moi. Donc quand on me disait je suis idiot, mais c'est normal. Quand tu regardes les idiots en face de toi, tu en vois, il y a beaucoup de visages. Et quand tu regardes derrière toi, tu vois un intelligent. Donc quand tu vois que tu ne l'atteins pas à la cheville et tu vois les idiots, tu choisis tout de suite ton groupe. Mais c'est ça.
Donc, en évoluant, j'ai choisi mon groupe. Et naturellement, sans qu'on me force. Donc, je suis allé dans le groupe naturel ou dans lequel on m'avait envoyé. Donc, j'étais idiot. Oui, j'étais idiot. Et je vous assure que j'ai été idiot. Presque toute ma vie, j'ai été idiot. Et maintenant même, je me pose la question, est-ce que je ne le suis pas toujours? Voilà, donc, non mais sérieux, toute ma vie, j'ai toujours pensé que je suis idiot. Pourquoi j'ai toujours pensé que je suis idiot? Parce que la première cellule qui m'a accueilli sur Terre m'a fait comprendre que j'étais idiot et que je ne pouvais rien produire qui va aider la famille, qui va aider une nation ou encore le monde. Ça, c'était même pas la peine. Donc, je suis entré naturellement dans la vision comme quoi j'étais un idiot bien idiot comme il faut. Donc, à l'école même, mes résultats montraient que j'étais idiot. La première fois où j'ai fait, oui, je vous assure, je ne vais rien vous cacher pour vous montrer que vous devez guérir. À un moment donné, j'avais fait une fugue. J'avais refusé de rester chez papa parce que la pression était trop grande. Donc, à un moment, je ne voulais plus. J'ai dit, je vais aller chez maman. Et j'avais fui chez papa. Je suis allé chez maman. On m'a ramené. J'ai refusé. J'ai dit, si vous me ramenez ici, je vais encore fuir. Et finalement, papa, à contre-cœur, m'a laissé partir. Et bon, je suis celui qui avait brisé l'omerta. En fait, papa nous avait totalement interdit de voir maman. Donc, on n'avait aucun contact avec maman pendant des années. Et moi, vu que j'ai grandi sans maman, je sentais le besoin d'être avec ma mère. Donc, j'avais fait cette fugue, je suis allé chez maman. Et maman était à Pointe-Noire, notre deuxième ville. Après, plus tard, elle est allée à Brazza. Donc, tous les changements-là ont fait que j'avais repris la classe de CE2. CE2, oui, c'est ça. Je vous dis que j'étais idiot. Je ne vous mens pas. Hein. J'étais idiot. J'ai repris la classe de CE2. Et quand je fais la classe de CE2 la deuxième fois, bizarrement, je sors parmi les 3 premiers. Et je me souviens de ça parce que ça m'avait choqué. C'est comme si j'étais devenu brusquement intelligent. Et j'avais trouvé ça bizarre. Donc, quand je suis allé dire à maman, maman m'a félicité. Mais j'ai un oncle. Lui, il m'a dit ceci. Tu as échoué une première fois cette classe, tu refais la classe et tu n'es même pas fichu d'être premier. Bon, là, oui, parce que mon oncle là est très intelligent. Très intelligent. Je ne vais pas le citer, mais je préfère me taire là. Et il m'a convaincu en fait que j'étais idiot. Donc c'était normal. Donc en fait, tu as repris une classe, tu n'es pas fichu d'être premier, donc tu n'es pas intelligent. D'accord. Donc je suis idiot. J'ai fait avec. Et j'ai continué. Et toujours idiot, je vous assure, idiot. Et il y a quelque chose qui m'avait encore touché. Quand j'étais en 3e, la première fois j'ai fait la 3e, tous les gens qui avaient eu 10 de moyenne, le premier qui avait eu le premier 9 de moyenne, là, c'était moi. Donc, tous les gens qui avaient 10, la moyenne, et le premier de tous ceux qui étaient en dessous de... Voilà, c'était moi. Donc, vous comprenez que j'étais vraiment idiot, là. Ça ne souffrait de... Sérieux, ça ne souffrait pas de quelque chose. Et quand j'ai refait la 3e pour la 2e fois, j'avais tellement performé pour le BPC, c'est ça, non? Et on m'a envoyé directement en C. Parce que chez nous, c'est de la 3e qu'on vous classez. Donc on m'a envoyé en C. J'avais performé en maths, en physique, je ne sais pas. Un idiot, je ne sais pas comment j'avais fait, mais bon, j'ai performé. Et il y avait des gens qui étaient brillants à l'école. Mais on les a envoyés en A et tout ça parce qu'ils n'étaient pas performants comme j'avais performé. Et j'ai refusé d'aller là-bas. Bon, je voulais aller en A parce que je voulais faire histoire. Je voulais enseigner l'histoire. J'avais commencé à avoir un peu d'ambition. Ambition d'idiot, quoi. Donc, il ne faut pas trop que ça soit élevé. Il faut que ça soit à ce niveau-là. Et bon, tu as fait tout ça. Je vais sauter cette partie du témoignage. Je suis arrivé en terminale.
La première fois, je fais terminale, il y a eu la guerre, donc on nous a dit 6 mois après, il faut revenir. Bon, bref, donc on est revenu la deuxième fois faire le bac, et c'est là où j'ai eu le bac G3, parce que j'étais parti en G3. Ne vous en faites pas, hein, même les 3 années que j'ai fait chez nous, on appelle ça lycée. Chez vous ici, c'est toujours collège, mais bon, chez nous, c'est lycée. Je n'étais pas performant, hein, ne vous en faites pas. Hein. C'était des 9, des 8, de moyenne. J'étais toujours idiot. Et je suis arrivé à l'université. Ici, c'est ici on a commencé l'université. Bon, comme tout bon idiot, on était toujours moyen. La sœur Flore a été touchée parce que j'ai dit j'étais idiot. Ça va aller, ça va aller. Sœur Flore, ça va aller. Hein? C'est ça on dit. Il ne faut pas écouter les histoires des idiots. Amen. Donc, c'est bon, on peut continuer là? Amen. C'est bon là? Ok. Donc, quand je devais faire le BTS, et je vous assure, hein, comme un bon idiot, la première fois j'ai fait le BTS, c'était le BTS béninois, je l'avais raté, comme un bon idiot. Pardon, suivez-moi. Comme un bon idiot, j'ai raté le BTS béninois. Et la deuxième fois, je ne vais pas tirer. Hein, donc, j'avais dit non, je vais faire le BTS ivoirien. Et je suis allé à Abidjan. On était 7, je crois, 7. On est allé à 3 mois, je crois. 3 mois de l'examen. Et les autres, l'équipe qui était venue était allée à Gonzagueville, pour ceux qui connaissent Abidjan. Et moi, j'étais resté à Yopougon. Et je partais souvent prendre des cours. Après, on se réunissait, on travaillait. Et on travaillait. On a travaillé, on a bossé. Il fallait rattraper tout le programme ivoirien en 3 mois et tout ça. On a bossé, on a bossé, on a bossé. Et même pendant l'examen, on bossait. Pendant que les autres dormaient, moi, je bossais. Je bossais comme un malade parce que j'avais vu l'investissement de maman et je me suis dit non, cette fois-ci, je ne vais pas la faire investir encore. Moi, je savais que je suis idiot, donc c'était possible que j'échoue encore. Mais cette fois-ci, j'avais dit je ne vais pas échouer, je vais travailler comme un malade, quand même pour que maman ne perde pas cette fois-ci encore son investissement parce que c'est maman qui payait tout. Et de nous 7, j'étais le seul à avoir réussi. Donc, tous ceux qui avaient quitté avec moi Cotonou pour Abidjan, j'étais le seul qui a réussi. Tous, les 7 là, c'était tous des Congolais qui étaient allés avec moi. De tous, j'étais le seul qui avait réussi. Et c'est à partir de là, je me suis posé une question. Je me suis dit, mais j'ai fait comment? Je me suis dit, j'ai travaillé. Mais même si j'ai travaillé, il faut quand même que j'ai quelque chose pour retenir. Amen. Et ça va me permettre d'entrer dans mon second point. Ton image de toi est façonnée par ce que tu sais de toi-même. L'image que tu as de toi-même, normalement, doit être façonnée par ce que tu sais de toi. Et vous savez, notre environnement valorise ce qu'il voit de nous, mais il ne valorise pas notre potentiel caché. Vous savez,
pouvez avoir beaucoup de potentiel. Mais tant que ce potentiel n'est pas arrivé à maturité et il n'a pas produit de fruits, les gens autour de vous ne peuvent pas voir ça. Eux, ils vous jugent par rapport à ce que vous avez sorti comme résultat. Amen. Donc, quand j'ai fini avec le BTS, et je me suis rendu compte que... on était 11. Et j'étais le seul. C'était 11. Et j'étais le seul à avoir réussi. Et je vous assure, de nous 11, il y avait aussi des Gabonais. Il y avait Gabonais, il y avait Centrafricains, il y avait Congolais. En fait, c'était un vrai groupuscule de voyous. Passer du temps un peu à boire. Vous comprenez, non? À l'époque, on était jeunes, tout ça. Un vrai groupuscule de voyous. Mais tous les gars bossaient. À me faire réfléchir. Et c'est là où je me suis dit, mais man, ton petit frère est intelligent. Chez nous, dans notre famille, on a deux qui ont deux cerveaux. Il y a ma soeur, la deuxième de ma famille. Donc après notre aînée, la deuxième, elle aussi a deux cerveaux. Elle a martyrisé les gens à Calavi ici, là, toujours première de sa promo. Elle est arrivée en France, elle allait faire un 2S à l'époque, ce qu'on appelle master aujourd'hui. Elle allait faire un 2S en France, elle a classé ça là-bas, la première de la promo, tout ça. Donc elle aussi, elle avait deux cerveaux. Mais elle aussi était mal partie. À 14 ans, elle était tombée enceinte. Il y a ma nièce que vous voyez dans notre page Facebook, là, Darlene. Voilà, c'est sa fille, sa première fille, c'est ma première fille. Voilà, c'est à 14 ans ma soeur l'a eu. Mais bon, elle comme aussi, elle avait deux cerveaux, elle a pu vite se rattraper par rapport aux gens comme nous qui avons demi-cerveau. Amen. Donc à partir de là, j'ai commencé à me poser les bonnes questions. Je me suis dit, mais est-ce que je suis aussi idiot que ça? Mais si je suis aussi idiot que ça, comment j'ai réussi à m'en sortir là où même des Ivoiriens n'ont pas pu s'en sortir, qui ont suivi tout un cursus, toute une année. Là où les gars qui étaient avec moi, qui n'étaient pas idiots, on avait un gars parmi nous, on l'appelait Maître Paille. C'est le surnom qu'on lui avait donné, Maître Paille. Tellement il était bon, même lui il a échoué. Donc je me disais, mais finalement ça veut dire que je suis capable de produire un haut résultat qui va me qualifier. Mais si je peux produire un haut résultat qui va me qualifier, ça veut dire que je ne suis pas idiot. Bon, pas vraiment idiot. Peut-être idiot, mais à un niveau moins que ce que je pensais. Donc, ce que je veux te dire, c'est, si tu ne prends pas le temps de savoir qui tu es toi-même, tu vas continuer à croire que ce que les gens ont dit de toi, c'est ça la vérité. Alors que ce que les gens ont dit de toi ne peut pas être la vérité, parce que eux, ils ne voient que ce que toi tu produis. Ils ne voient pas ce que tu es. C'est à partir de ce que tu produis, eux, ils disent que ce que tu es. Or, quand toi-même tu te regardes, tu sais que tu peux produire mieux que ça. Mais tu ne peux pas produire mieux que ce que tu montres actuellement si tu ne te connais pas toi-même. Je ne sais pas si j'ai quelqu'un avec moi. Vous savez, les gens autour de nous, nous évalueront par rapport, par exemple, quand tu vas à l'école, par rapport aux bonnes notes que tu vas ramener. On ne va pas se poser la question de savoir pourquoi tu as eu des bonnes notes, pourquoi tu as eu des mauvaises notes. Non. Si tu amènes des bonnes notes, on dira félicitations, tu es bon. Si tu amènes des mauvaises notes, on dira tu es médiocre. Et les gens n'ont pas ton temps. Donc, je vais te dire ceci, que ta vie dépend de toi, ça ne dépend pas des autres. Et sache ceci, personne n'est responsable de ta réussite ou de ton échec. Tu es le seul ou la seule responsable de ta réussite ou de ton échec. Tu peux aimer ou pas ce que je dis, c'est une vérité et ça ne changera pas à cause de toi. Écoute, moi j'apprécierai ce que tu vas me montrer ou je vais désapprécier ce que tu vas me montrer parce que je ne peux t'évaluer que par rapport à ce que tu me montres.
Je ne suis pas Dieu. Je ne peux pas fouiller dans ton potentiel. Donc c'est à toi d'entrer dans ton potentiel et de produire mieux que ce que tu as produit aujourd'hui pour que je puisse mieux t'apprécier. Est-ce que j'ai quelqu'un? Donc j'étais en train de dire que à un moment donné, quand tu te connais, quand tu fais le travail de connaître qui tu es, quelle capacité tu as, quelles sont tes limites actuelles, comment tu peux pour repousser tes limites, il va arriver un moment où tu vas entrer en conflit entre l'image qu'on t'avait donnée et l'image que tu as de toi-même. Donc, mon frère, ma soeur, si jusqu'à l'âge où tu es là, la plupart d'entre vous, vous avez au moins 25 ans, sauf Mimi qui doit avoir 12 ans. Même, je suis allé à 25 ans, même c'est loin. En temps normal, à partir déjà de 20 ans, à un moment donné, tu dois entrer en conflit entre l'image que la famille t'a donnée et l'image que tu sais de toi. Ce conflit-là va te permettre de te régénérer. Quand tu vas trouver les bonnes réponses, tu vas te régénérer. Peu importe ce qui a été ton passé, même si tu as eu comme moi le passé d'idiot, idiot patenté. Les gens qui me traitaient d'idiot hier, aujourd'hui apprécient ce que je suis en train de faire. Ils ont oublié qu'ils m'avaient traité idiot hier. J'ai écrit 6 livres. Aucun membre de ma famille n'a fait autant. Donc imaginez un idiot qui produit des œuvres littéraires. C'est pas de la musique, des œuvres littéraires. Un idiot, hein, je vous ai dit, toute ma vie j'ai pensé que j'étais idiot. Bon, du moins une bonne partie de ma vie. Mais quand j'ai commencé à réfléchir, quand j'ai eu ce déclic-là, je me suis dit, il y a quelque chose, je sens qu'il y a quelque chose. Écoutez-moi, on pourra vous imposer les mains, les coudes. Si vous-même vous décidez de ne pas faire sortir ce qu'il y a de meilleur en vous, vous allez toujours échouer. Et vous serez toujours déclassé. En haut là, au sommet, il y a la place pour les meilleurs, il n'y a pas la place pour les médiocres. C'est pourquoi les médiocres préfèrent accuser, c'est plus facile. Parce qu'ils sont incapables de pouvoir faire l'effort qui va les permettre de se transformer. Amen. Le troisième point que je veux soulever, c'est ton image est façonnée par tes compétences et ton savoir. Et on va finir par là. Parce que je ne voulais pas durer pour le premier jour. Ton image est façonnée par tes compétences et par ton savoir. Tu n'es rien. Tu n'as rien. Pourquoi on va t'aimer? Je reprends. Tu n'es rien. Tu n'as rien. Pourquoi on va t'aimer? C'est comme je l'ai dit dans, je crois, un audio où j'étais en train de répondre à une question. Je dis, les gars, parmi nous, qui va me dire que sa pièce préférée à la maison, c'est les toilettes? Qui peut me dire ça? Je veux que quelqu'un lève la main. Que ta pièce préférée à la maison, c'est les toilettes. Surtout les toilettes des Africains, là. Qui? Non, entre nous. Pourquoi il n'y a personne? Vous êtes beaucoup là, on est plus d'une cinquantaine là. Pourquoi personne ne dit ma pièce préférée à la maison, c'est les toilettes? Si je dis qui aime la cuisine, je veux avoir des mains. Si je dis qui aime le salon, les gens qui ont catché la télé, mais qui aime les toilettes? Personne ne va lever la main. Mais mes frères et mes sœurs, tu n'es rien, tu n'as rien. Tu es comme les toilettes, on ne peut pas t'aimer. Tu n'apportes rien. Nous sommes dans un environnement où on fonctionne par intérêt. On fonctionne par intérêt. On fonctionne par intérêt. Donc quand les gens étaient en train de me dire je suis idiot, c'est parce qu'ils ne trouvaient pas leur intérêt en moi, ni hier, ni demain. Ils voyaient celui-là ne peut pas produire quelque chose de bon, donc nous n'avons aucun intérêt pour lui et ils ne pouvaient pas m'aimer.
Donc, toute mon enfance et une bonne partie de ma jeunesse, j'ai senti ce manque d'amour. Pourquoi on ne m'a pas manifesté de l'amour? Mais parce que je ne brillais pas. Les mêmes gens qui ne m'ont pas manifesté de la considération, ils ne m'ont pas manifesté de l'amour, le faisaient pour mon petit frère. Donc, ils pouvaient le faire pour moi. Mais pourquoi ils ne l'ont pas fait? Je n'étais rien, je n'avais rien. Donc je repose la question. Qui parmi nous ici peut aimer celui qui n'a rien et celui qui n'est rien? Tu n'es rien parce que de toi, de ta personne, tu ne peux pas produire quelque chose. Intellectuellement, tu es vide. Donc tu n'as pas de compétences, tu n'as pas de savoir. Je vais parler de compétences et de savoir tout à l'heure. Donc je dis, quand on te prend, on te soulève, on te pose là, tu n'as aucun domaine de savoir ou de compétence. Tu n'es pas couturière ou coiffeuse, tu n'es pas maçon, tu n'es pas menuisier, tu n'as aucun diplôme. On enlève tous les diplômes. Qu'est-ce que tu sais faire? Tu ne sais rien faire. Donc, au niveau compétence et savoir, tu es vide. On dit, bon, d'accord, tu es un être humain, on va te prendre comme ça. Bon, maintenant, tu as quoi? Tu n'as pas de parcelle, tu n'as pas de voiture, tu n'as pas de moto. On va faire quoi avec toi? On va t'aimer pourquoi, en fait? Parce que vous croyez qu'il y a quelqu'un que Dieu a délégué, il a moins pour aimer ce qui est bête, ce qui n'a pas de valeur, ce qui n'apporte rien. C'est des rêves. C'est des rêves. Il n'y a que dans l'église, les gens pensent que c'est comme ça. On aime ce qui est excellent, ce qui est beau et ce qui transcende. Amen. Donc j'étais en train de dire que ton image est façonnée par tes compétences et ton savoir. Ton image est façonnée par tes compétences. Vous savez, premièrement, tu dois comprendre ceci. Quand tu as des compétences, de skills, tu sais faire quelque chose. Ou bien quand tu es allé à l'école, tu peux théoriser quelque chose. La première chose que cela fait, c'est quoi? Ça te donne à toi-même une meilleure valeur de toi, une autre vision de toi. Écoutez, quand tu as des compétences, c'est pas pour les autres d'abord, c'est d'abord pour toi-même. Parce que quand tu te regardes, tu dis, je sers à quelque chose. Donc là où je suis, si je suis menuisier, je suis menuisier. Donc quand je vais passer dans la rue, on va dire, ah, bonjour menuisier. Je dirais oui, bonjour. Parce que ça, c'est ma compétence. Et ma compétence, ça fait de moi un menuisier, couturier, coiffeuse ou je ne sais quoi. Ça, c'est ma compétence. Et ça me donne la fierté. Je sais qu'au milieu de la société, je sais faire quelque chose. Ce n'est pas pour papa, ce n'est pas pour maman, c'est pour moi. Parce que si on ne m'appelle pas menuisier, maçon ou je ne sais quoi, on va m'appeler comment? Vaurien. Parce que quand tu grandis, on dit plus tu es idiot. On dit vaurien. Oui, on laisse idiot parce que tu n'es plus qualifié pour être idiot. Maintenant tu es qualifié pour être vaurien. Vaurien, ça veut dire que tu ne peux rien apporter. Amen. Je ne sais pas si j'ai quelqu'un avec moi. Voilà. Donc, le fait que tu n'aies pas de compétences, en fait, tu es un vaurien. On n'a même pas besoin de te dire ça. Toi-même, quand tu vis là, quand tu te lèves le matin, tu manges, à midi, tu dors, à 13h, tu dors. Bref, quand tu ne produis rien là, toi-même, en fait, l'estime de toi-même est déjà zéro. Même si tu fais semblant, ton estime de soi là, c'est zéro. Parce que tu n'as aucune compétence. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Amen. La compétence
te permet en fait de te surpasser. C'est la compétence qui va te permettre en fait de te surpasser. Écoute-moi bien. C'est la compétence qui te permet de te surpasser. Si tu n'es pas compétent, donc si tu n'es rien, tu vas te surpasser en quoi? Mes frères et mes sœurs, vous savez, ça fait près de 70 ans que je suis sur terre. Ou bien, sœur Flore? Voilà. Et j'ai rencontré beaucoup de gens. Mais il y a une catégorie de personnes que moi j'ai rencontrées qui se plaisent à être des vauriens. Et j'en ai rencontré beaucoup. Et souvent, dans leur défaut principal, ils sont mythomanes. Ça veut dire menteurs patentés. Ils mentent comme ils respirent. Parce qu'ils sont incapables de confronter la réalité. Maintenant que je parle, quand vous fouillez maintenant dans vos familles, vous allez commencer à trouver des gens comme ça. Ils disent très rarement la vérité. Ils vont un peu vers la vérité, mais ils aiment s'arranger avec la vérité. En fait, c'est des vauriens. Et quand, en fait, on leur met la vérité en face, ça les blesse. Parce qu'ils n'aiment pas qu'on puisse leur mettre la vérité en face. Et j'en ai rencontré beaucoup. J'en ai rencontré beaucoup dans ma vie. J'en ai rencontré beaucoup. Des gens, quand tu échanges avec eux, au prime abord, tu as l'impression qu'ils sont brillants. Mais après, tu dis, en fait, tu te rends compte que tout ce qu'on t'a montré là, c'était doï. C'était le mensonge. En fait, la personne s'arrangeait avec la vérité. Et malheureusement, ce trait de caractère-là, de plus en plus, est en train de se répandre dans la jeunesse et dans l'église. Parce qu'aujourd'hui, les gens se disent, moi, je vais à l'église. C'est comme si aller à l'église était une activité économique, professionnelle et sociale. En fait, c'est juste que c'est un vaurien. Et comme il ne veut pas assumer le fait qu'il ne vaut rien, qu'est-ce qu'il fait? Il se cache maintenant derrière l'église. Ah non, moi je vais à l'église. En fait, qu'est-ce que tu fais? Je vais à l'église. Mais comment tu te vois dans l'avenir? Je vais à l'église. Non, je sais que quand je parle comme ça, les gens sont en train de se retrouver. Voilà. Et ça, c'est le manque de compétences. Et beaucoup de gens cultivent ce manque de compétences tout simplement parce qu'au départ, on leur a dit qu'ils ne valaient rien. Ils ont cru à ce mensonge-là. Jusqu'aujourd'hui, ils continuent à croire à ce mensonge. Mais mon frère, ma soeur, il n'y a pas quelqu'un que Dieu a envoyé sur terre pour être vaurien. À un âge donné, être vaurien devient un choix. À un âge donné, être vaurien est un choix. Écoutez, il y a un phénomène, je discutais avec... avec qui je discutais? Bref, j'ai discuté avec tellement de gens. Et j'étais en train de dire que il y a un phénomène qui s'élève aujourd'hui dans Cotonou. Les jeunes filles mères. Ça n'existait pas à Cotonou il y a 10 ans. C'était très rare. Aujourd'hui, c'est devenu des filles de 18 ans. Bon, on va faire même moins. Voilà, qui sont en train de... Et moi, j'étais en train de justifier ça. En fait, j'avais justifié ça par l'effet qu'on n'a pas de vieux et que, instinctivement... Non, vous savez, c'était un grand débat. Donc, tu dois montrer que ton cerveau est plein, quoi. Donc, tu justifies ça par un effet inconscience collective. Hein? On fait un peu le français des gens en haut, quoi. Donc, l'inconscience collective pousse ces filles-là à tomber enceintes pour préserver la race. C'est bon, là. Voilà, quelqu'un a dit c'est la marmaille. En fait, c'est de la marmaille. Je sais. Mais vous savez, il y a des débats quand tu fais, il faut montrer que tu es rempli. Donc, tu recontextes ce qu'on ne devait pas recontexter. En fait, ce phénomène-là, c'est quoi? C'est des gens qui ont décidé
d'être vaurien. Amen. Et se trouver une utilité factice, celle de devenir mère. Et ça choque, mais c'est réel. Parce que, écoutez, être père ou mère, c'est une responsabilité. Tu n'es pas responsable de toi-même. Comment tu fais venir un enfant sur terre? Je ne sais pas, peut-être que je vais laisser le micro 5 minutes, quelqu'un viendra nous expliquer ça. C'est un phénomène, moi, qui me dépasse. Je n'ai pas les moyens. C'est vrai qu'il y a une poignée, c'est une erreur. Il y a une poignée qui est une erreur. Mais il y a, pour certaines filles, c'est un fait exprès. Il y a une fille, une fois, qui m'avait dit, elle est tombée enceinte parce que la voisine dans la cour était tombée enceinte. Non, mais sérieux, on va dire, ces 2 dernières années-là, avec le challenge que nous avons, que je ne suis plus disponible. Souvent, moi, dans toute ma zone là, tout le monde me connaît. Je n'ai jamais dit à quelqu'un dans ma zone que je suis pasteur, mais tout le monde sait que je suis pasteur. Je suis ouvert, je prends le temps de discuter, même avec les enfants. Mes gars, ils savent. Je prends le temps de... Quand je vois une fille, un homme qui traîne souvent là, je l'appelle, je discute, j'écoute. Parce que c'est comme ça on apprend ce qui se passe dans la société. Et je vous dis, il y a une fille qui m'a dit ça. Elle est tombée enceinte parce que il y a la voisine, une fille à peu près de son âge qui est tombée enceinte. Elle aussi, elle a décidé de tomber enceinte. Vous voyez, si elle avait une haute estime d'elle-même, elle ne ferait pas ça. Si elle avait une compétence, elle travaillerait à se surpasser. C'est parce qu'elle ne vaut rien qu'elle a fait ce choix-là. Et malheureusement, vous allez voir, consciemment ou inconsciemment, il y a beaucoup qui font ce genre de choix. Et maintenant, comme ils ne doivent pas se regarder en face, qu'est-ce qu'ils font? Ils essaient de se trouver quelque chose pour manager la réalité. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Donc c'est pourquoi je te dis, tu n'es rien, tu n'as rien, ne force pas quelqu'un à t'aimer. Deuxièmement, je disais, ton image est façonnée par la compétence. Et la deuxième chose, c'est par ton savoir. Il faut avoir du savoir pour avoir du succès. Mes frères et mes sœurs, le savoir, c'est ce que je suis en train de faire là. C'est ça, ce que je fais là, c'est ça le savoir. Vous savez, mes frères et mes sœurs, quelqu'un est capable de me donner 1 million, pour faire simple, pour ne pas que les gens disent que les pasteurs reçoivent beaucoup d'argent. Quelqu'un est capable de me donner 1 million, ce que j'ai reçu, et j'ai reçu plusieurs fois déjà. Quelqu'un est capable de me donner 500 000. Pourquoi? C'est à cause de mon savoir. Le savoir, c'est la part de la compétence que tu es capable de partager. Et je vois le DGRC aussi faire ça. Il est en train de partager le savoir. C'est un live, j'ai vu non, dernièrement. Je n'ai pas pu me mettre dessus. C'est la tête, c'est chaud dedans. Ça va aller, le prochain live. Mais il faut envoyer le lien dans le forum du Sébec. Peut-être que les gens vont suivre. Même s'ils ne vont rien comprendre le pressing, au moins que ça les motive à devenir créatifs. Donc j'étais en train de dire que si tu veux aller au succès, tu dois développer ton savoir. Et le savoir, je suis désolé pour vous, mais le savoir se trouve dans les livres. Tu peux assister à la meilleure conférence du monde, même une conférence faite par Bill Gates, une conférence faite par Mark Zuckerberg ou même par Elon Musk en personne. Si tu ne lis pas des livres, tu ne comprendras pas sa conférence. Le savoir, on l'acquiert, on le développe en lisant. Actuellement, si tu ouvres mon ordinateur, je dois avoir partie PDF, ça c'est livre normal, plus de 1000 livres. Et j'ai encore un autre dossier, livre spirituel. Là, ça doit faire 500 livres. Donc, je suis en train de me créer une bibliothèque numérique. Et là, tout à l'heure encore, j'avais acheté des livres en ligne. On vient de me les envoyer. Je crois que c'est 9 ou 10 livres
Robert Greene, il y a un livre dedans, 50e loi, avec 50 Cent. Je sais que ce que je dis, ça commence à vous paraître bizarre, mais c'est ça, le savoir. C'est un livre qu'on dit que Robert Greene, celui qui a écrit 48 lois du pouvoir, a écrit avec 50 Cent. Et depuis, je cherchais ça, je ne trouvais pas. Là, on vient de m'envoyer ça. Donc, les 2-3 jours qui vont venir, là, je dois lire ça, je dois finir ça pour savoir c'était quoi la 50e loi. C'est ça le savoir. Le savoir est une arme. Et le jour où on t'enlève ce que tu possèdes, le savoir va te donner plus que ce que tu possédais. Mais on ne peut acquérir du savoir que si on a décidé de se questionner sur soi-même et de trouver une réponse qui va nous satisfaire et qui va nous propulser. Je vais finir par là. Vous savez, l'ignorance, c'est l'ignorance qui nous rend méchants. C'est l'ignorance qui nous pousse à accuser. Malheureusement, nous entretenons souvent l'ignorance. Maintenant, comment nous allons surpasser tout cela? Je vais commencer à expliquer comment on va surpasser tout cela demain. Si tu es avec moi, acclame le Seigneur. Amen. Qui fait MC là?